Je vais commencer aussi, je vais faire un truc un peu différent, je vais commencer par vous demander votre avis. Je vais vous demander de lever la main. Qui parmi vous pense que notre gouvernement, nos systèmes de gouvernement à l'heure actuelle fonctionnent bien et qu'il n'y a pas grand-chose à changer? Est-ce que quelqu'un pense ça? Ok. Maintenant, qui parmi vous pense que l'idée de démocratie reste quelque chose de positif qu'il faut approfondir et défendre? Voilà. Très bien. Bon, bah, c'est parfait. Alors, ma première slide fonctionne donc. Voilà, donc en fait, je vais partir de ce paradoxe qui va être la chose qui va sous-tendre cette présentation. C'est qu'on a un paradoxe à l'heure actuelle qui est que d'un certain côté, il y a une hégémonie de l'idée démocratique, de l'idéal de démocratie. Tout le monde s'en revendique, tout le monde trouve que c'est positif, tout le monde va la défendre. Et d'un certain côté, ce que les médias et le système nous définissent comme étant les institutions démocratiques, qui sont en fait les institutions du gouvernement représentatif, je reviendrai sur la distinction, subissent une crise de défiance et une désertion et une méfiance qui est très largement partagée dans énormément de pays. Il y a le taux d'abstention, il y a aussi les indices de confiance, il y a le taux d'encartement dans les partis politiques, etc. Et face à ça, dans le même temps, on assiste à un espèce de retour du tirage au sort qui nous pousse à reconsidérer ce qu'on croyait savoir sur l'histoire démocratique. Et je parle ici, je vais faire la distinction après, mais d'usage du tirage au sort à des fins de représentation et de sélection des participants à la délibération, parce qu'il y en a plein. Dans ce type de tirage au sort particulier, je distingue 3 principes démocratiques, tout en récusant, et je vais le préciser tout de suite, une approche essentialiste du tirage au sort. Je ne pense pas que le tirage au sort, déjà je pense que ça n'existe pas, il y a des usages du tirage au sort avec des logiques et des contextes différents, et ensuite je pense qu'il y a énormément d'usages, y compris historiques, qui sont les usages aristocratiques. Et l'exemple que je prends souvent, c'est qu'on peut très bien avoir un tyran de la galaxie tiré au sort, comme dans le livre de Philippe Cadic, La loterie solaire. Il n'y a absolument rien de démocratique là-dedans. C'est une monarchie au sens propre, il y a un seul homme au pouvoir. Donc voilà, mais dans l'aspect démocratique du tirage au sort, moi je distingue 3 principes démocratiques qui créent quelque chose. Premièrement, l'égalité, qui était à mon sens la logique qui sous-tendait l'utilisation du tirage au sort dans la démocratie athénienne. Deuxièmement, l'impartialité, qui est la raison pour laquelle on a privilégié la méthode aléatoire pour les jurys d'assises. Et enfin, la représentativité, avec ce qu'on utilise régulièrement, les sondages d'opinion. Tout ça, pour moi, pousse, ces 3 composantes mises ensemble, donnent quelque chose que j'appelle la légitimité-humilité, qu'on va voir ensuite. Voilà, je précise qu'il y a d'autres usages du tirage au sort, il y a des usages religieux, le pape des Coptes est tiré au sort, le Dalai Lama est tiré au sort, les Amish utilisent ça, il y a des usages ludiques, la Française des Jeux. Il y a également des usages distributifs, c'était notamment utilisé quand il y a eu des médicaments pour le sida, et qu'on ne savait pas à qui les donner parce que 2 vies humaines, comment vous distinguez laquelle est la plus à valoriser, donc on utilisait cette technique-là. Ça a été récemment mis en place pour les places en université, il y a également des cas dans la gestion des communs. On ne va pas se centrer là-dessus, on va se centrer sur les usages représentatifs et délibératifs. Donc, je distingue 2 grands usages. La sélection des candidats à une élection, ça peut être ex ante, donc d'abord, c'est le cas de collectifs comme les Verts, Nouvelle Donne, etc. Ou alors ex post, quand les 2 candidats à une élection ont exactement le même nombre de voix, dans de nombreux pays, la Suisse, les États-Unis, le Royaume-Uni, on tire au sort pour savoir lequel des 2 candidats qui a eu le même nombre de voix à l'élection occupera le poste. En France, c'est au bénéfice de l'âge, donc on a une logique gérontocratique. Et l'aspect qui m'intéresse encore davantage, c'est la sélection des délibérants. Et donc, on va voir ça un peu plus en avant. Il y a donc un tirage au sort dans l'histoire. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que ça serait passionnant, mais je n'ai pas le temps. Toujours est-il qu'on voit là que l'usage du tirage au sort n'est pas nécessairement démocratique. C'est le cas à Athènes, ce n'est pas le cas à Rome, ce n'est pas le cas dans les républiques italiennes, ce n'est pas le cas dans la couronne d'Aragon. C'est, dans ces cas-là, plutôt une résolution de conflits entre élites, entre grandes familles. Il y a des cas dans la construction militaire, puis il y a les jurys pour le principe d'impartialité et les sondages pour celui de représentativité. Il y a un retour du tirage au sort qui se fait, selon moi, selon 3 canaux. D'un côté, il y a des théorisations académiques. Il va y avoir des très grands chercheurs, des très grands politistes, philosophes dans de nombreux pays qui vont traiter du tirage au sort sérieusement et l'avancer comme étant une alternative politique crédible pour faire advenir ce que Barber appelle une démocratie forte. Il y a également des expérimentations pratiques. Il y en a une qui est très peu connue et sur laquelle je travaille beaucoup dans le cadre de ma thèse, qui est le Conseil supérieur de la fonction militaire en France,
Mais il y a aussi, dans les aspects civils, les Planungszelle et les jurys citoyens, respectivement en Allemagne et aux États-Unis, oui, et puis ensuite ça s'est diffusé, y compris jusqu'au Japon. Les conventions de citoyens qui ont été mentionnées ce matin sur les enjeux de technoscientifiques inventés au Danemark, puis ensuite exportés en Suisse. Les sondages délibératifs inventés par James Kishkin, qui ont lieu dans énormément de pays sur énormément de sujets. Et puis la dernière née de ces expérimentations, c'est les assemblées citoyennes, avec deux premiers coups d'essai au Canada au début des années 2000, puis ensuite un processus constituant en Islande, et un autre cas que j'étudie dans le cadre de ma thèse, les conventions constitutionnelles en Irlande. Pour préciser ce dernier cas, c'est comme ça, enfin c'est en partie grâce à ce processus-là, que l'Irlande a légalisé par référendum le mariage homosexuel. Alors voilà, je vous ai mis des photos pour justifier l'utilisation du PowerPoint. Donc là, vous avez l'Assemblée canadienne sur la réforme électorale. Là, vous avez un jury citoyen. En haut, un sondage délibératif dans un pays africain, je ne sais plus lequel. Et là, une conférence de citoyens sur un enjeu technoscientifique. Je n'ai plus les pays, c'est bon. Voilà, ça se ressemble. Il y a ce que Wittgenstein appelle un air de famille, des citoyens réunis autour de tables qui discutent ensemble. Et troisièmement, dans le retour du tirage au sort, il y a des revendications militantes pro-démocratie et des usages dans des groupes militants ou des partis qui mettent en pratique et en discours le tirage au sort dans de nombreux pays. Je vais pas détailler. Et en France, on en a un certain nombre. Là, je vous ai mis l'Assemblée citoyenne qui s'est tenue en Belgique, le G1000, à l'époque où ils avaient pas de gouvernement pendant très très longtemps. Et donc, des citoyens ont décidé d'avoir d'autres citoyens pour discuter de ce qu'il faudrait faire plutôt que de confier ça à des partis politiques. Il y en a énormément. Les slides sont aussi pour qu'on puisse revenir dessus dans la discussion, donc je ne peux pas m'arrêter aussi longtemps sur chaque slide, mais ça pourra nourrir le débat. Ok, donc on pourrait se dire, et ça va faire écho à la présentation d'avant, mais finalement à quoi ça sert d'avoir du tirage au sort et dans mon approche, donc, le tirage au sort est un mode de sélection, il y en a d'autres, je vais les détailler. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'un mode de sélection ? Les avantages d'avoir un mode de sélection, c'est que si une chose est voulue par trop d'acteurs ou non désirée par les acteurs mais nécessaire à un collectif, à ce moment-là, il faut sélectionner. Soit qui reçoit l'honneur, soit à qui on colle la tâche que personne ne veut faire. Donc en politique, ces tâches-là vont être surtout délibératives et si on est dans un État qui est trop large, ne peuvent pas être menées par tous les citoyens simultanément. Et donc à ce moment-là, on doit avoir un processus de sélection des représentants. Une alternative à ça serait l'anarchie, où ce serait l'assemblée des citoyens physiquement présents qui va délibérer et qui va pas avoir besoin de représentants, pas avoir besoin d'avoir un processus de sélection ou de délégation. Donc moi, voilà, c'est une alternative, mais l'hypothèse que je fais, c'est que dans certains cas, il y a quand même besoin de confier ça à une partie du tout. Par le passé, il y avait il y avait deux modes de sélection qui ont plus ou moins disparu à l'heure actuelle. D'un côté, il y avait la filiation, vous héritez votre titre, votre charge, ou l'acquisition, vous l'achetez. Les bourgeois faisaient ça dans l'Ancien Régime. À l'heure actuelle, moi je distingue 4 modes de sélection. D'un côté, l'élection qui est très connue, d'autre côté, ensuite la nomination, que j'assimile plus ou moins à la cooptation, mais je suis en train de travailler sur une distinction, mais ça m'entraînerait trop loin. La certification, c'est-à-dire le concours, et la sortition, qui est l'autre nom du tirage au sort. L'élection, vous la connaissez, puisque c'est le mode de sélection principal auquel on a affaire à l'heure actuelle. Il est défini ce mode de sélection est défini comme étant une procédure aristocratique par de nombreux penseurs, d'Aristote à Montesquieu, en passant par Rousseau et d'autres. Mais c'est la fondation du gouvernement représentatif, puisque à l'époque, les révolutionnaires français et les pères fondateurs américains ne veulent pas d'une démocratie, ils veulent d'un système différent et qu'ils estiment meilleur, où une partie, l'élite élue, non plus choisie par le sang, mais choisie par l'élection des meilleurs citoyens et des plus riches, puisque c'est censitaire, peuvent traiter de politique et les autres ne doivent pas le faire. Donc moi, ce qui me conduit à parler de pseudo-démocratie plutôt que de post-démocratie. Parce que je pense que si c'est ça la fondation sur laquelle là, je vous renvoie au travail de Francis Dupuy-Derry qui montre que le mot démocratie arrive beaucoup plus tard. Et que c'est plus ou moins une intention politique de labelliser un parti. Bref, je ne rentre pas dans les détails, j'essaye de me contenir. Ok. Donc, une définition partielle, pas bonne, mais que j'utilise quand même parce que voilà, c'est provocatrice, mais que je trouve intéressante. Une définition que je propose des élections serait que la plus forte minorité, c'est jamais la majorité en réalité,
si vous enlevez les abstentionnistes, les gens qui votent pour les autres partis, etc., la plus forte minorité des électeurs donne le pouvoir au candidat qu'elle déteste le moins, parce que le vote d'adhésion existe de moins en moins, on vote contre, on vote pas pour, parmi le peu de candidats présélectionnés pouvant gagner. Quel est le problème d'une élection définie ainsi? Et je sais qu'il y a... Alors voilà, je vais préciser aussi, là je traite vraiment de catégories... Dans la catégorie, dans un esprit idéal typique, je sais qu'il y a plein de formes d'élections, j'en ai étudié, il y a des élections sans candidat, il y a des élections sans campagne, il y a des élections sans parti, il y en a plein de titres. Dans l'état actuel des choses et dans la plupart des gouvernements représentatifs, ça ressemble plus ou moins à ça en tout cas. Premièrement, c'est que ça ne produit pas une bonne représentativité. Vous avez tendance à avoir une élite sociale, des vieux mâles blancs diplômés riches. Deuxièmement, c'est que ça produit une légitimité personnelle, l'élu est choisi lui et pas un autre. Et il y a de plus en plus de personnification et de storytelling centré sur la personne de l'élu, bien plus que sur le parti ou l'idéologie qu'il porte, ou le programme. Le programme, on s'en fout, comme disait notre actuel président. Et ce n'est pas une garantie pour la compétence. Il faudra qu'on m'explique pourquoi est-ce qu'on pense que les élus sont compétents, puisque la compétence que ça vous garantit, c'est des gens qui sont motivés. Rancière dit ça donne le pouvoir aux ambitieux, et des gens qui savent se vendre, qui savent bien parler à la télé, mais pas nécessairement qui savent faire des bonnes lois. Ensuite, la nomination ou la cooptation, c'est un mode de sélection qui peut sembler le fait du prince, le monarque choisit les gens qu'il aime bien, mais c'est le mode de sélection des ministres de notre gouvernement, qui ont quand même un pouvoir assez important. Il peut sembler partial et arbitraire, et en effet, il y a une part de vrai là-dedans. Il ne donne pas non plus une bonne représentativité. On sait que les acteurs vont choisir des gens de leur sphère sociale qui leur ressemblent, etc. Ils vont pas favoriser la diversité, éventuellement la diversité de genre, mais c'est tout. La forme de légitimité est verticale, c'est-à-dire que le haut choisit les gens, elle descend, ce qui peut rendre la base hostile. Là, on ne peut pas dire qu'on les a élus. Et ça produit une légitimité très personnelle. Vous avez été choisi, personne d'autre. La certification, à ce moment-là, si vous voulez de la compétence, vous pouvez dire, à ce moment-là, on fait un concours. On prend nos législateurs ou nos gouvernants par concours. Le problème, c'est que pour être accepté, la représentation passe en règle générale par deux modalités, soit l'autorisation, je vous autorise à parler pour moi, à faire des lois à ma place, ou l'identification. Vous me ressemblez et du coup, j'accepte que ce que vous allez dire me concerne, puisque vous et moi, on fait partie des mêmes catégories. Ce n'est pas le cas dans la certification. Vous avez à nouveau tous les problèmes de représentativité, et puis vous avez une légitimité qui... pas vraiment descendante, c'est pas tout à fait le haut qui choisit, mais c'est quand même le haut qui fixe les critères. Quels critères on fait, quoi. Les critères du concours, ce serait quoi? Et à ce moment-là, c'est le haut qui les fixe, ce qui fait que c'est une verticalité semi-descendante. Le tirage au sort, la sortition, à côté de ça, pour l'argument de la compétence à nouveau, je parlerai du reste après, Rancière dit le tirage au sort n'a jamais favorisé les incompétents davantage que les compétents, puisque le tirage au sort ne discrimine pas. Donc vous n'allez pas nécessairement avoir des gens incompétents si vous tirez au sort, de même que vous n'avez pas nécessairement des gens compétents si vous les élisez. Trump, j'ai juste besoin de dire Trump maintenant, c'est bien. Et d'autant plus que, donc ça ce serait sur l'aspect philosophique, mais sur l'aspect empirique, on a suffisamment de data maintenant qui nous montrent que les citoyens apprennent vite et peuvent arriver à maîtriser des enjeux compliqués, y compris comme le nucléaire, y compris comme les nanotechnologies, si on leur donne des bonnes conditions d'apprentissage et de délibération. Ils ne sont pas plus cons que ça. Bon. Deuxièmement, j'ai oublié de préciser, je vais aller de ce qui est le moins spécifique au tirage au sort pour aller à ce qui est le plus spécifique. Donc deuxièmement, tout de suite, quand on parle de tirage au sort, on va objecter des choses. Oui, mais si je veux pas, oui, mais pour combien de temps, oui, mais pour faire quoi, oui, mais s'ils font mal leur travail, etc. Ces questions-là, qui sont légitimes, que je ne balaye pas d'un revers de main, elles ne se posent pas pour le tirage au sort. Elles se posent quel que soit le mode de sélection que vous choisissez. Qu'est-ce que font les gens que vous sélectionnez? Comment vous les contrôlez? Quelle formation ils ont, etc. Et ce qui est formidable aussi, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, ces questions-là qu'on devrait se poser pour l'élection, on ne se les pose plus. Alors que elles sont toutes aussi légitimes. Premièrement, que font les tirés au sort? Là, je vais sauter une slide. Moi, je distingue 7 missions possibles basées sur ce qui est à la fois proposé par des militants, ce qui est à la fois proposé par des théoriciens et ce qui est à la fois fait réellement dans le monde réel de la réalité véritable. Premièrement, les consultations, c'est les sondages délibératifs. On va prendre un panel et on va demander avec délibération ce que le public pense, mais ça n'a pas de poids, ça n'a pas de valeur. Deuxièmement, la création d'informations, c'est le cas en Oregon, où avant les référendums, on demande à des citoyens tirés au sort de préparer le matériel de vote, parce que notamment on se rendait compte que les informations étaient biaisées si le gouvernement préparait le matériel de vote. Les initiatives qu'il aimait bien, il allait utiliser un champ lexical positif, et puis celles qu'il n'aimait pas, il allait entre les lignes les descendre. Donc
on tire au sort des citoyens pour qu'ils préparent un matériel de vote pour les référendums qui est ensuite envoyé à tous les électeurs de l'État de l'Oregon. Le contrôle, ce qui était proposé par Ségolène Royal en 2007 et qui en 2006-2007 quand elle était dans la campagne et qui avait suscité un tollé total de la part et de la droite et de la gauche à l'époque. Quatrièmement, la décision. Dans des budgets participatifs, notamment en Allemagne ou même en Chine, qui n'est pourtant pas une démocratie, on tire au sort des gens qui vont prendre des décisions sur le budget. Ça permet d'avoir une bonne implication de catégories qui ne viennent pas aux réunions publiques, parce que dans les réunions ouvertes, en règle générale, on a des catégories retraitées, éduquées, etc. Et on n'a pas beaucoup de jeunes, de femmes, de minorités. Ensuite, la législation, ce qui est proposé par énormément, ce qui est sans doute le truc le plus proposé par des théoriciens ou des sociologues ou des activistes, d'avoir une chambre pour remplacer le Sénat ou autre, de tirer au sort qui fasse du boulot dans un système bicaméral. C'est ce que propose un groupe militant en Suisse qui s'appelle Génération Nomination. Un autre point important et notamment très discuté en France, qui est le point de la Constitution, d'avoir une assemblée constituante tirée au sort, puisque la logique avancée par les militants français, c'est que les hommes de pouvoir qui vont ensuite devoir craindre la Constitution n'ont pas à édicter leurs règles et n'ont pas à faire ça. Et ce qui est un peu la logique qu'on retrouve en fait dans le cas du Canada avec les assemblées sur le code électoral. On ne voulait pas confier le code électoral aux partis. Les partis qui étaient des gros partis allaient dire bon, faut un système qui avantage les partis qui sont des gros partis, et les petits partis allaient dire non, faut un truc super proportionnel. Donc on a confié ça à des citoyens. On constate que c'est comme ça que l'Islande a fait plus ou moins, parce qu'ils ont aussi une assemblée élue de 25 personnes qui a fait l'essentiel du boulot en fait. Mais bon, il y a eu une dimension de tirage au sort en Islande, et en Irlande, c'est majoritairement pour réviser leur constitution, et en ce moment sur l'assemblée que j'étudie, qui propose de légaliser l'avortement, qui était interdit en Irlande dans la Constitution, et donc qui va être soumis à référendum dans le courant des mois qui viennent en Irlande. Et le dernier point, qui me semble un point extrêmement intéressant, c'est les enjeux de long terme. Les non-humains, les générations futures, les gens qui ne sont pas là, qui n'ont pas de voix, et qui de toute façon ne peuvent pas élire des politiciens, parce que toute la logique de l'élection, c'est oui, mais on représente des gens qui nous élisent et on leur rend des comptes, etc. Et pour les gens qui ne sont pas encore nés, les générations futures, comment vous faites ? Donc, ce que propose par exemple Dominique Bourg, qui est professeur à l'université de Lausanne, où j'enseigne aussi, c'est d'avoir une chambre tirée au sort qui s'occupe de ces enjeux-là, des enjeux de long terme, puisque de toute façon, les politiciens, avec un rythme court de 5 ans, où ils doivent présenter un bilan au bout de 5 ans, ils ne peuvent pas s'attaquer au réchauffement climatique. Et c'est aussi ce qui sous-tend les logiques de démocratie technique, un cas que j'étudie, qui est inspiré des conférences de citoyens danois, qui est le TA suisse, qui a été créé en 92, que j'étudie aussi. Bon, voilà, ça c'est les missions. C'est très varié. Il y en a peut-être d'autres. J'en ai ajouté. Au début, la liste n'était pas aussi complète. Mais moi, c'est les missions que je vois. Et à chaque fois, vous n'avez pas nécessairement les mêmes logiques qui sous-tendent la mission que vous donnez. Bref. Donc voilà. Ensuite, il y a la question de la structure. La plupart du temps, la sortition, le tirage au sort, est proposé comme un plus. Ça veut dire qu'on va pas. C'est rarement proposé comme on met l'intégralité du système à bas, et puis on met que du tirage au sort. En règle générale, la liberté d'expression, la liberté de la presse, les associations, les syndicats, les partis, etc. peuvent subsister, et puis on peut intégrer ça soit une autre chambre, soit bref. Donc il faut la penser dans sa structure, je ne peux pas détailler. La durée, ce qu'on constate, c'est qu'en règle générale, les mandats sont courts et qu'on souhaite une rotation contre l'oligarchisation. C'était un point très important en Grèce, où Aristote notamment souligne que le tirage au sort permet la démocratie, mais aussi parce qu'on est tour à tour gouvernant et gouverné. À l'heure actuelle, il semble difficilement pensable, à moins de généraliser le tirage au sort dans l'essentiel des instances de décision, qu'on soit tous tour à tour gouvernant et gouverné. À Athènes, il y a une forte chance que c'est difficile, en fait, si vous le souhaitez, de ne pas un jour gouverner. Dans les États modernes, c'est peut-être plus compliqué. En tout cas, il n'en reste pas moins que la plupart du temps, à chaque fois en fait, les assemblées tirées au sort sont considérées comme des one-shot. Une fois que la délibération est finie, ces citoyens-là sont dégagés, sont rayés des listes, et on ne les tirera plus au sort. Et on fait tourner, et voilà. Et enfin, les questions du contrôle. En règle générale, il n'y en a pas beaucoup, mais le fait d'avoir du tirage au sort n'empêche pas de penser le contrôle. Souvent, l'argument qu'on dit, c'est oui, mais du coup, il n'y a plus d'accountability, il n'y a plus de reddition de comptes parce qu'il n'y a pas d'électorat, etc. Mais on peut tout à fait penser à des choses qui existent notamment aux États-Unis, par exemple, qui est le recall, le fait de pouvoir virer des responsables officiels élus par référendum, etc. Et à nouveau, l'exemple athénien donne énormément d'exemples du fait qu'il y avait des sanctions possibles et effectives contre des citoyens tirés au sort s'ils faisaient mal leur travail.
et au contraire, contre les élus à l'heure actuelle en France, j'attends d'en voir un en prison, quoi. Ok, l'idéal type de procédure, je passe dessus, on pourra revenir dans la... Je suis trop long là. Ok. L'autre question qu'on pose, c'est oui, mais qui peut être tiré au sort? Est-ce que ça inclut les migrants? Est-ce que ça inclut tout le monde, etc. À nouveau, ces questions-là sont des questions, quel que soit votre mode de sélection. Qui peut passer un concours, qui peut voter, qui peut se présenter pour l'élection présidentielle, etc. Il y a des critères. La plupart du temps, on reprend les critères qui sont les critères de vote et de pouvoir se présenter à des élections. L'âge, la nationalité, la probité, le fait de ne pas être démis de ses droits civiques, et l'indépendance, le fait de ne pas être sous tutelle ou sous curatelle ou considéré comme étant dément ou un truc dans le genre. Et on se rappelle, il faut se rappeler aussi qu'à la création des démocraties libérales, qui sont en fait les gouvernements représentatifs, le sexe, la race et la richesse étaient des critères super importants. Vous avez moins de 10% du corps des gens qui participent. C'était le cas aussi d'ailleurs à Athènes. Moins la conception raciale, puisque Athènes, c'est une conception de citoyenneté qui est différente. Mais il faut se rappeler que voilà, les démocraties, entre guillemets, qui ont été créées par la Révolution avec la Déclaration des Roms, etc., c'était du suffrage censitaire, donc c'était pas une inclusion totale des gens. Et une autre chose qu'il faut se rappeler, c'est que, enfin qu'il faut savoir en fait, c'est que dans beaucoup d'expérimentations, il y a une attention qui est faite à intégrer des populations minorisées. Par exemple, le G1000 belge dont je vous ai parlé a réservé des sièges pour les sans-papiers et pour les sans-domicile fixe. Alors que ces gens-là n'ont pas le droit de vote en Belgique. Ensuite, on peut penser aussi à... Enfin, voilà, une autre chose, un autre malentendu que je veux écarter tout de suite parce que ça... pour qu'on puisse débattre de façon la plus optimale possible, c'est que les modes de sélection que j'ai présentés avant sont pas du tout incompatibles. On peut très bien les mélanger, les mixer, en mettre un avant l'autre, etc. Une proposition que je fais, par exemple, qui a tendance à rassurer un petit peu les gens qui ont peur quand je présente mes travaux et qui disent « mais du coup, les partis politiques disparaissent, qu'est-ce qui se passe, le suffrage universel disparaît », on peut penser à un système, je ne le défends pas particulièrement, mais c'est pour montrer qu'on peut penser plein de choses en fait. On peut penser à un système où il y aurait une élection, on garde les partis, on garde les programmes, il y a des élections comme maintenant, sauf qu'il n'y a pas de candidat. On ne vote que sur les programmes et que sur les partis, il n'y a pas de visage de gens sur les affiches, il y a les noms des partis, il y a éventuellement les propositions, on doit lire les programmes pour savoir pour qui on vote, on ne peut pas dire il est beau, il parle bien, et on sait que ça joue. Il y a des études sociologiques qui montrent qu'on sait que la beauté physique des gens, le timbre de la voix, etc., a des impacts significatifs sur le vote. Donc ça, c'est plus possible. On ne peut pas dire, par exemple, ça c'était le cas, le leader du parti travailliste, Ed Miliband, mange son sandwich de façon bizarre, on ne va pas les lire. C'est pas possible de dire ça. On doit voter sur un programme. Et ensuite, les partis ont gagné en fonction de leur proportion des sièges, et on tire au sort parmi ces partis les gens qui vont appliquer le programme et rien d'autre qu'appliquer le programme. Et on peut penser aussi à un concours pour les postes de ministre. Il y a un cas qui a été fait en 2015 au Mexique, un parti d'extrême gauche qui s'appelle Morena, qui est un jeune parti anticorruption. Ils ont décidé d'avoir des élections internes dans les sections, des primaires, où on élisait un nombre équivalent d'hommes et de femmes, et ensuite on tirait au sort parmi eux ceux qui iraient porter les couleurs du parti aux élections législatives, et ce parti est en train d'augmenter de façon importante, et le leader de ce parti-là pourrait être le prochain président mexicain. Ok, je suis définitivement trop long, ça va pas aller du tout. Bon, ok, alors, je suis désolé, bon. Dernier point dans le cadre de la participation délibérative, donc ce qui ne dépend pas du tirage au sort lui-même, mais ce qui va dépendre de n'importe quel mode de sélection en fait, c'est ce que j'appelle la dynamis, qui est, que je définis comme étant le degré d'influence qu'un désigné ou potentiel désigné peut exercer sur sa propre désignation. Il y a 3 niveaux, ce qu'on appelle le volontariat en règle générale, mais qui n'est pas le bon terme. Il y a 3 niveaux de dynamis. Un niveau fort, qui est le volontariat, le fait que pour être mis sur une liste de tirage au sort, il faut faire acte de candidature, dire bah, moi je veux pouvoir être tiré au sort. C'était le cas dans la démocratie athénienne de la République italienne. Le problème, c'est qu'avec ça, vous gardez des gens certes motivés mais ambitieux. Et pour des philosophes comme Platon, Rancière et Alain, c'est le pire des maux. Le pire des maux est que le pouvoir soit exercé par ceux qui le veulent. Donc, en fait, il faudrait limite faire un test, dire qui c'est qui voudrait exercer le pouvoir et être mis sur la liste de tirage au sort. Tous ceux qui ont levé la main, on les raye et ils ne peuvent jamais le faire. Si on suit la logique de ces philosophes. Bon. Deuxième point, deuxième niveau de dynamis, le consentement, ce qui est la structuration d'expérimentation participative et délibérative. L'institution
qui tire au sort, ça c'est assez varié, ça peut être le gouvernement, ça peut être une ONG, etc., qui fait la consultation, tire au sort sur le bottin téléphonique, les listes électorales, etc., sans demander aux gens s'ils sont d'accord ou pas, puis ensuite les appelle, leur dit voilà, est-ce que vous êtes prêts à consacrer un week-end, 2 week-ends, quelques jours à une délibération sur ce sujet-là, et les gens peuvent dire oui ou non. Le problème, c'est qu'avec ça, vous avez un manque de représentativité, parce qu'à nouveau, c'est les gens qui viennent aux réunions publiques qui vont dire oui, c'est les gens qui se sentent légitimes, c'est les gens plutôt diplômés, plutôt riches, plutôt âgés, plutôt masculins, etc. Et donc vous n'avez pas de jeunes, vous n'avez pas de femmes, vous n'avez pas de minorités, etc. De catégories populaires, enfin en tout cas beaucoup moins. Le dernier point que moi je défends, et c'est le devoir, c'est la logique du jury populaire, c'est comme ça que ça marche les jurys, on vous contacte, on vous dit vous avez été tiré au sort et puis c'est votre devoir, il va falloir le faire. Comme ça vous avez une impartialité totale, parce que ce serait assez suspect d'avoir un jury où il y a des gens qui sont motivés pour être jury sur un cas, ce serait très bizarre, enfin moi je voudrais pas me faire juger par des gens qui ont envie de me juger. Et ça supprime 2 choses, l'auto-exclusion, le fait que les gens s'estiment trop stupides eux-mêmes, et l'hétéro-exclusion, le fait que notamment, ça c'est le cas aux États-Unis, on fait exprès d'exclure des populations du vote, avec des bureaux de vote trop loin, pas de bulletins, etc. Donc il y a une dimension inclusive, et puis il y a aussi quelque chose d'après, et en effet la thèse de Célia Gissin-Gébos qui a été mentionnée ce matin sur les jurys populaires en France le montre, les gens qui s'estimaient incompétents, stupides, pas légitimes, etc., après délibération, sont ravis de l'avoir fait et se rendent compte qu'en fait ils sont beaucoup plus intelligents que ce qu'ils pensaient. Donc il y a un effet d'empowerment assez important. Je passe là-dessus. Et je vais essayer de finir rapidement. Je suis désolé. 5 minutes, j'essaie de finir. Ça sera 1 minute par point du coup. Et si vous voulez que je revienne sur un truc, du coup je pourrais revenir sur des trucs. Donc pour moi, il y a 3 principes démocratiques au tirage au sort qui se combinent et qui font un résultat, un 5e résultat, enfin un 4e résultat. Premièrement, l'égalité. Je vais diviser chaque principe par 3. Premièrement, il y a une égalité statistique. Alors là, voilà, là on entre dans ce qui est propre au tirage au sort et ce qu'on ne va pas retrouver dans les autres modes de sélection. Premièrement, l'égalité statistique qui fait que tous les membres du groupe ont la même chance, la chance identique, d'être tirés au sort. Et finalement, ça se base sur l'idée qu'il y a une égale compétence politique des citoyens, qui est la logique qui soutient le suffrage universel. Si vous n'êtes pas d'accord avec cette logique-là, il va falloir que vous expliquiez que vous pensez que Monsieur X, qui n'a pas de diplôme, doit avoir moins de voix que Monsieur Y, qui lui a des diplômes et donc doit avoir 3, 4 fois, ou voire Monsieur X, il ne vote pas du tout. Donc ça, c'est voilà, l'égalité de tout le monde. Ensuite, il y a une égalité délibérative entre les représentants. Dans la représentation, une fois que vous avez votre pool de tirés au sort, il n'y a pas de possibilité d'avoir une revendication de supériorité, comme moi j'ai gagné l'élection avec beaucoup plus de voix, mon parti est majoritaire, etc. Vous avez des gens qui ont été sélectionnés de la même façon et qui arrivent donc à égalité à ce niveau-là. 3e point, vous avez une égalité inclusive pour les représenter. Vous ne pouvez plus dire aux représentés, vous avez voté, donc c'est bon, le moment de la participation. Enfin, vous avez participé politiquement. C'est bon, vous l'avez fait. Donc maintenant, vos représentants, ce qu'a dit Macron récemment à la télé américaine, Democracy, they voted, so they don't have to protest, avec un anglais formidable. Voilà, enfin, l'idée c'est que donc à ce moment-là, si vous êtes attaché, comme ce que le sont la plupart des personnes impliquées dans ces propositions de tirage au sort le sont à la participation du grand public, il va falloir créer d'autres moments de participation. Et la plupart du temps, les assemblées tirées au sort ne tranchent pas la décision elle est validée par référendum, donc impliquant l'ensemble du corps collectif. Deuxièmement, l'impartialité, qui est à nouveau divisée en 3 niveaux. Premièrement, vous avez une neutralité contre la manipulation et la discrimination. Vous n'avez pas de possibilité d'avoir par exemple un élu qui va décider de dire du mal de telle population et de dire du bien de telle population parce qu'elle sait que celle-là elle se déplace, celle-là elle va voter et puis donc que ça va aller, ça va suffire et il peut casser du sucre sur le dos d'une population qui elle est démobilisée, ne vote pas, etc. Et vous n'avez pas possibilité non plus d'avoir les problèmes qu'on a en France, mais pas seulement, de passage. Enfin, monsieur Machin est passé 20 fois à la télé, Monsieur Truc jamais. Bizarrement, Monsieur Machin fait des meilleurs scores que Monsieur Truc. Deuxièmement, vous avez une forme d'unité qui prévient la compétition, notamment la bataille d'ego et de personnalité, mais pas le débat. C'est ce que Manin appelle la vertu pacificatrice de l'extériorité en parlant des républiques italiennes. Vous avez un débat qui doit être, du coup, sur les idées, sur les projets, sur les valeurs, et ça peut plus être un débat de « bah oui, mais de toute façon, lui, il a fait ça, ou lui, il pense ça, et de toute façon, ce parti-là cédait, mettez n'importe quel nom d'oiseau que vous voulez. » Vous devez dire « bon, telle idée, toute seule, elle vaut quoi ? Tel projet, il vaut quoi ?»
Donc vous avez une délibération, puisque vous avez des gens qui n'ont pas une discipline partisane, qui peuvent changer d'avis, qui peuvent se dire « Ah bah, je suis arrivé en pensant A, mais maintenant, en fait, j'ai écouté les arguments, et B, c'est vachement intéressant. » Et c'est quelque chose qu'on observe réellement dans les expérimentations délibératives. On fait un sondage au début sur le panel qu'on a, on leur demande, par exemple au Texas, vous pensez quoi des énergies renouvelables ? Bah non, on est un état pétrolier, c'est pas terrible. Puis à la fin du week-end de délibération, ah bah oui, en fait, les énergies renouvelables, on est majoritairement pour. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, le Texas est le premier État aux États-Unis producteur d'énergie renouvelable, alors qu'il était le dernier avant, enfin un des derniers. Et à ce niveau-là, ça rejoint aussi ça, une forme d'imprévisibilité. Vous ne savez pas ce qui va sortir d'une assemblée tirée au sort, et il y a une possibilité donc d'avoir un changement politique, alors que, et les analyses de Bourdieu le montrent, la catégorie principale du jeu politique, c'est l'adhésion au jeu et la prévisibilité des acteurs dans le jeu qui savent exactement ce que tel acteur va dire, puisqu'ils connaissent les positions, ils connaissent le jeu et puis ils se positionnent les uns en face. Alors que là, vous avez un panel, vous avez aucune idée des positions des gens au moment où la délibération commence, ce que j'assimile aussi au voile d'ignorance rawlsien. Vous arrivez, vous ne savez pas du tout qui pense quoi, est-ce que vous êtes en minorité, est-ce que tout le monde est d'accord avec vous, est-ce que vous ne savez pas. Donc ça peut provoquer des changements politiques. Troisième et avant-dernier point, la représentativité, qui se divise à nouveau en trois. Premièrement, vous avez une similarité avec les représentés. Vous n'avez pas une classe autonome, faite d'élite, déconnectée, puisque, ça c'est ce que la loi des grands nombres nous montre, si vous avez une majorité de pauvres, si vous procédez à un tirage au sort sur un échantillon suffisamment large, vous aurez une majorité de pauvres dans votre assemblée représentative. Donc vous aurez une représentation sociodémographique de vos catégories. Et même si jamais, ça c'est le deuxième point, vous avez un échantillon qui est trop petit, 15 personnes, c'est pas assez. Enfin, si quelqu'un vous dit qu'il y aura un échantillon représentatif satisfaisant sans quota avec 15 personnes, il vous ment. C'est pas possible. Là, il faut des quotas. Mais c'est ce qu'on observe, c'est qu'en règle générale, même dans les petits jurys de 15 personnes, on est attentif au fait qu'il y ait une diversité de catégories, de genre, d'âge, etc. Ce qui permet de réaliser un objectif qui avait été annoncé à la Révolution française et qui n'a jamais été appliqué, qui est le Parlement doit être ce que la carte est au territoire, c'est-à-dire un portrait du peuple en miniature. Et la logique qui sous-tend ça, c'est la logique qui est annoncée dans le principe latin de quod omnes tangit, qui veut dire qu'en gros, ce qui concerne tout le monde doit être débattu par tout le monde. Si ça vous concerne, vous avez le droit de débattre dessus. Et ce qui est aussi développé par John Dewey, qui dit on n'est peut-être pas tous des cordonniers, on n'a peut-être tous la compétence technique de réparer une chaussure, mais c'est celui qui porte la chaussure qui sait où la chaussure fait mal, pas le cordonnier. Le troisième point, c'est qu'il y a aussi une proximité avec la base, dans le sens où vous n'avez pas des gens qui vont rester au pouvoir longtemps, qui ne font pas une carrière politique qui va durer des années, voire toute leur vie. Vous avez, ça c'est notamment le cas dans le Conseil supérieur de la fonction militaire, des gens qui vont être ensuite renvoyés dans leurs cercles sociaux de base, et qui ont donc tout intérêt à améliorer les conditions de vie de la population générale dont ils font partie, et ça nous permet donc d'éviter la loi des reins de l'oligarchie décrite par Roberto Michels, et puis popularisée par Orwell dans La ferme des animaux. Le dernier point, qui est une combinaison de ces principes démocratiques que j'ai évoqués, c'est quelle légitimité, finalement. C'est le truc, en règle générale, quand on n'est pas d'accord avec du tirage au sort, c'est oui, mais avec l'élection, c'est légitime puisqu'il y a du consentement. Et en effet, c'était la logique du gouvernement représentatif, le consentement au pouvoir plutôt que l'exercice du pouvoir. Mais quelle légitimité pour le tirage au sort ? Alors, la légitimité, une définition de ce que ça pourrait être, c'est la propriété de certaines institutions ou acteurs à créer une obligation pour un corps plus large, sans contrainte. C'est ce qui emporte l'adhésion, c'est la capacité à faire accepter la décision à un corps plus large qui n'a pas nécessairement participé à la discussion sur l'enjeu. Il y a trois niveaux de légitimité, selon moi, qui recoupent les points du tirage au sort. C'est premièrement l'impersonnalité. Il y a une légitimité car il y a une similarité des représentants et des représentés, cette fois-ci au niveau sociodémographique, qui fait que l'Assemblée n'est représentative que collectivement. Un membre de l'Assemblée n'est pas représentatif, il est représentatif à partir du moment où il discute avec le reste de l'échantillon. Deuxièmement, il y a une horizontalité. Ils sont légitimes parce qu'ils sont indépendants. Leur pouvoir ne vient ni du haut ni du bas, ce qui évite la dépendance à des électorats qu'il faut flatter, pour lesquels il faut faire une rhétorique éventuellement réactionnaire ou raciste, etc. Et ce qui évite le clientélisme, qui est une réalité de la politique à l'heure actuelle dans quasiment tous les pays. Et le dernier point, qui est sans doute le point le plus intéressant et auquel je ne m'attendais pas et que j'ai trouvé dans mes recherches de terrain, c'est la dimension d'humilité. Finalement, c'est l'inverse des autres modes de sélection. Les tirés au sort ne sont pas supérieurs par leur sélection à ceux au nom duquel ils parlent. Il n'y a rien qui les distingue de ceux pour lesquels ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Et puis d'ailleurs, si finalement ils ne veulent pas, on en prend un autre. On s'en fout complètement. Et donc,
ça pourrait donner « je peux parler pour vous car rien ne me distingue de vous ». J'ai été tiré au sort, t'aurais pu être tiré au sort, j'aurais pu ne pas être tiré au sort, c'est du hasard. Donc à ce niveau-là, alors qu'à l'inverse, le concours, la nomination, l'élection, moi j'ai passé une épreuve. Si tu veux pouvoir arriver à ce niveau-là, passe la même épreuve que moi et bon courage, si t'as pas les compétences qu'il faut pour ça. Et il y a également une autorité de l'ordinaire et une affirmation de l'égalité radicale. Et il y a, voilà, je m'arrête là-dessus. La question que ça pose, c'est quel modèle de démocratie est-ce que, avec du tirage au sort et les assemblées délibératives, on va avoir des mini-publics qui, eux, ont pu délibérer de l'enjeu, qui sont éclairés, etc. Mais du coup, on va court-circuiter le grand public et on va dire oui, mais le grand public, il n'a pas pu délibérer, donc il ne faut pas qu'on lui donne la parole, donc pas de référendum. Est-ce qu'on aura un modèle de démocratie directe où finalement on rejoint la logique athénienne où la délibération d'un panel informe les référendums et on passe beaucoup plus par de la démocratie directe, ou est-ce qu'on aura un modèle de démocratie plurielle, un peu comme ce qu'on a en Irlande, avec du délibératif, du participatif, du représentatif, et donc une forme de mixité là-dedans. Je vous ai mis, voilà. Et puis je m'arrête là.